Et si vous récupériez une partie de vos achats pendant vos vacances ou même votre tour du monde en famille? Avec Top Cashback, voyagez malin et économisez sur chaque étape de votre aventure. Réservez vos vols, hôtels et locations de voitures sur Expedia, Hotel.com, Opodo, Trip.com pour ne citer que, et profitez du cashback à chaque réservation. De l'équipement de bébé aux réservations de voyage, chaque dépense vous rapporte. Inscrivez-vous avec notre lien dans les notes de l'épisode ou sur le blog et bénéficiez de 10 € pour votre cagnotte. Préparez-vous à explorer la planète en famille avec notre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode de podcast, Amélie raconte comment elle et son mari Dylan vivent une aventure hors du commun, un tour du monde avec leur fils, âgé seulement de 16 mois. Alors depuis 7 mois, cette famille explore la planète, prouvant qu'il est possible de concilier voyage et vie de famille, même avec un jeune enfant. Nous avons abordé plusieurs sujets, ce qui les a poussés à partir, comment ils ont géré les problèmes de santé sur place, l'équipement et surtout comment bien se préparer pour affronter ses peurs. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amélie, écoute, merci infiniment de venir partager ton expérience sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être interviewée par toi depuis le temps que j'écoute un peu tes podcasts. Merci, c'est C'est trop cool. gentil. C'est trop gentil, ça nous fait trop plaisir. Alors, est-ce que pour commencer cet épisode, tu peux peut-être commencer par te présenter ta famille et puis le projet, le pourquoi de notre échange d'aujourd'hui. Bien sûr, moi c'est Amélie, j'ai 35 ans, j'ai mon conjoint Dylan qui a 26 ans, j'ai un petit garçon qui a 2 ans, qui vient d'avoir 2 ans. Nous sommes actuellement au Brésil quand je te parle, au Chutes d'Iguaçu pour être plus précis, et on fait un tour du monde depuis le 1er juin 2024, donc 7 mois à peu près. Ton petit garçon avait 16 mois au moment du départ. C'est ça. Exactement, c'est ça. Si mes calculs sont bons. On a préféré, c'est ça. On est parti quand il avait 16 mois pour plein de différentes raisons, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, tout à fait. À quel moment vous vous êtes dit, voilà, l'idée du tour du monde vous est venue et à quel moment vous vous êtes dit, banco, on y va? C'était quoi le déclic? Donc, c'est une histoire drôle et surprenante, je vais dire ça comme ça, parce qu'elle est pas, enfin, c'est pas commun. Dylan m'a demandé en mariage en mars 2021. En fait, 2022, pardon, je me suis trompée, mars 2022, il va m'enlever. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette demande en mariage, juste après, en fait, pendant la soirée, quand on fêtait ça avec une bouteille de champagne, on était au Mexique, dans le Yucatan, parce qu'on faisait 3 semaines là-bas, en fait, à visiter un peu le pays. Et on était posés sur la terrasse, c'était vraiment comme ça, on regardait les étoiles le soir. Et il m'a dit, si tu gagnais au loto demain, enfin, quel serait ton rêve? Et je lui dis, moi, la première chose que je ferais, c'est un tour du monde sans travailler. Alors, j'ai précisé sans travailler parce que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé, mais en bossant tout le temps. Je travaillais, j'économisais et je voyageais un petit peu et je me remettais à travailler. Donc, j'ai jamais eu ce plaisir de m'arrêter pendant plusieurs semaines même. Donc, du coup, j'étais juste fan des gens qui arrivaient à pouvoir économiser assez pour juste avoir un petit top, un break d'un an même, ou même de 6 mois, ça me suffisait. Donc, je lui réponds ça. À ça, il me répond que bah, pourquoi pas le faire, comme si je me l'étais interdit. Et en fait, je réponds ce que beaucoup de gens répondent, je pense. Je lui dis que j'ai pas assez d'argent et qu'on n'a pas les sous et que bah, c'est compliqué. Et puis il me regarde et puis il me dit, bah attends, je vais regarder sur Google. C'est vraiment passé comme ça. Et il écrit exactement cette phrase, combien un budget pour un tour du monde d'un an. Donc, il tombe sur une moyenne qui disait 15 000, entre 15 000 et 25 000 euros pour une année par personne. De là, on a commencé la grosse discussion de est-ce que ça ne serait pas possible?
Et quand on est revenu du voyage au Mexique, on a annoncé à nos familles. Donc, Aaron n'existait pas pour l'histoire. Enfin, je pensais qu'il n'existait pas. En fait, on était en projet bébé, enfin, dans ce moment-là, exactement. Et quand on est revenu, on a décidé de dire à notre famille qu'on partait en tour du monde. Donc, on était en mars. On a décidé de partir le 1er octobre parce que on savait que si on mettait pas de date précise, bah, on partirait jamais parce qu'on sait qu'à chaque fois, on a toujours une bonne raison de prolonger, de des dates, etc. Donc, du coup, on dit à tout le monde que le 1er octobre, on part. Je prends rendez-vous pour reprendre une contraception le mois d'après parce qu'on fait une pause dans le projet bébé et j'étais enceinte de 8 semaines. Voilà l'histoire. Donc, je C'est beau. pleure de joie, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Est-ce qu'il va gâcher mon rêve? J'ai pas envie de le dire, mais je me suis posé cette question. Mais sur le coup, je me suis dit, waouh, enfin, en fait, comment va-t-on faire? Enfin, et puis partir avec un bébé, c'est inconscient, c'est n'importe quoi. Est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'on n'annule pas? Un million de questions qui m'est passé par la tête. Et j'ai vu mon médecin, qui est mon médecin depuis des années, qui me connaît très très bien, et je lui ai dit, en fait, je suis paniquée, je sais pas. Et elle me dit, en fait, tout est possible, même avec un enfant. Alors oui, c'est une phrase un peu banale, mais si tu veux t'en donner les moyens, dans la vie, tout est possible, quoi. Enfin, oui, il faudra que tu revoies juste quand partir, comment, enfin, quelles précautions tu dois prendre, parce qu'avec un enfant, c'est peut-être un peu différent. Et encore, moi, je trouve que franchement, on est OK, même avec un bébé, on fait franchement la majorité des choses qu'on voulait faire. On arrive toujours à trouver des solutions. Et du coup, voilà l'histoire. Et du coup, bah, évidemment, on a décidé qu'il s'est invité à notre tour du monde. Et du coup, on a revu tous nos plans, changé la date, commencé à suivre des familles sur Instagram qui partaient avec des enfants, évidemment, parce que bah, du coup, c'était plus le même projet. Et puis, prendre des conseils à droite, à gauche pour savoir quel était le meilleur moment pour partir. Voilà. C'est une très très belle histoire au final. Ouais, c'était une belle histoire. Même si c'est un peu invité, c'est une belle histoire. Bah ouais, en fait, en même temps, il a raison, quoi. Il aurait pas été de la partie, là, ça Bah, aurait été dommage quand même. c'est sûr, je le comprends. C'est très chouette, mais alors du coup, moi j'ai juste une question. Alors avant que bébé arrive, vous êtes en mars, vous dites vous partez en octobre, mais comment vous financez en fait votre voyage, vos du coup 15 000 par personne? Vous les aviez déjà ou Bah, vous avez économisé à fond? très bonne question. On avait déjà des sous de côté, je pensais pas que c'était si peu. Après 15 000 euros, je sais que c'est en mode vraiment backpacker, auberge de jeunesse, faire attention, pas faire beaucoup de pays riches par exemple, c'est important de le dire. Et 25 000, un peu bah, pays riche, être une chambre de temps en temps, etc. Donc je savais que c'était deux moyens de voyager différents, 15 000 et Hmm. 25 000. 15 000, on savait qu'on pouvait les avoir parce qu'on avait des sous de côté chacun de notre côté et que en plus récemment, juste avant la demande en mariage, ben, on avait eu des augmentations. Donc, enfin, Dylan, il avait une société qui marchait mieux qu'avant, donc il était dans une évolution. Et puis moi, j'avais eu aussi une augmentation. Donc en fait, ça tournait bien, dans le sens où on pouvait plus mettre d'argent de côté qu'avant. C'était vraiment un moment donné de notre vie où on avait un peu de sous de côté et en plus on en gagnait un peu plus. Et on se disait qu'il y avait des moyens de mettre encore plus de côté vu ce projet-là. Par exemple, aller au resto, annuler des vacances, se renseigner pour avoir un loyer moins cher. Voilà, on avait des petites idées. Par exemple, bah, si on partait le 1er octobre, on avait prévu d'aller dans la famille loger 3 mois avant. Ce que font beaucoup de gens pour Hmm. économiser, bah, 3 mois de loyer. Rien que ça, c'est énorme. Donc, il y avait des solutions qui faisaient qu'on complétait le budget, si tu veux, et qu'on allait partir avec 25 000 euros chacun. Normalement, on serait arrivé à cette somme. Au final, tu t'étais fait un mont du budget, mais finalement en posant un peu tout sur le papier, Complètement. trouver en fait les idées, les alternatives, finalement, c'est plus devenu un problème en fait. Vous avez réussi à trouver. Il faut faire des concessions, en fait. Tu peux pas te dire, je vais faire un tour du monde, enfin, sauf si les gens ont plus de moyens, et tant mieux. Mais tu peux pas te dire, bah, je vais quand même aller au ski au mois de mars, même si je pars en tour du monde au mois d'octobre. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, la famille va peut-être mal le prendre, ça va être compliqué à gérer ton année sans personne, à travailler beaucoup plus. J'ai fait des heures sup. Dylan, c'est pareil, il a travaillé beaucoup plus que la moyenne. Alors, enfin voilà, mais en fait, on savait au bout, il y avait notre rêve. Et sachant qu'après, enfin, on a continué ce mood, même en ayant Aaron. Et quand Aaron est né, je veux dire, moi, j'ai repris le travail au bout de 2 mois et demi. Dylan, il était énormément au boulot. On n'a pas profité vraiment de notre fils, on va dire, quand il est né. Beaucoup moins peut-être que beaucoup de parents, voilà, quand une naissance arrive.
Mais on savait, moi je disais tous les jours à mon fils quand je l'emmenais à la crèche, après quand il a commencé à aller en crèche, je lui disais, écoute mon fils, on ne voit pas beaucoup, maman elle va travailler, il était 5 jours par semaine à la crèche, le samedi souvent je le faisais garder par ma belle-mère, j'allais bosser, donc je le voyais que le dimanche, je le voyais le soir à peine parce qu'il allait enfin il dormait quand je le récupérais, et en fait je culpabilisais, mais d'un côté je me disais, mais non, je vais lui offrir 1 an et demi, un an et demi avec ses parents, genre c'est pas grave, Hmm. je vais le rattraper ce temps. Et en fait, voilà, c'est des concessions d'une manière, mais après, c'est pour attendre un truc incroyable à la fin. Donc, Hmm. je me dis toujours, tout est possible. Et sa façon de consommer, tu peux la changer. Dylan, c'est quelqu'un qui économise énormément. C'est quelqu'un qui s'achète 2 t-shirts en 6 mois, il est content. Moi, j'étais la fille, j'allais chez Sarah et j'étais contente de le dire et j'étais contente de dépenser 300 € parce que ça me faisait plaisir. En fait, j'ai réappris à consommer et surtout, je me suis dit, j'avais pas de projet quand je dépensais comme ça. Oui, j'avais mon appart, j'avais ma petite vie, je suis parisienne de base, donc j'avais ma petite vie parisienne, je sortais, on va dire que mes besoins premiers, c'était au jour le jour. Mais en fait, quand ma vie, elle a changé, que j'ai rencontré Dylan, que j'ai eu mon projet bébé, que j'ai mon projet Tour du Monde, ma façon de consommer, elle a changé. Tout est possible, même quand on gagne pas énormément. Hein. Moi, je gagnais pas énormément par mois. Je trouvais que je gagnais bien ma vie, on va dire, dans une bonne moyenne française. Mais je veux dire, j'ai changé aussi ma manière de consommer. Et ça, c'est hyper important de le dire. Ouais, C'est pas que m'annuler des vacances. Voilà. tout à fait Je d'accord avec réfléchissais toi. à tout ce que je dépensais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est toute une philosophie, une manière de vivre, de consommer au quotidien. Il faut tout repenser, mais ça, c'est valable pour tous les types de projets, j'ai envie de dire, à partir Pour du tous moment les où tu types as de projets, besoin bien sûr. de budget. Donc, c'est vraiment des C'est choix ça. de vie. Et c'est vrai que c'est pas facile, j'imagine qu'en tant que jeune maman, c'est pas facile de ne pas voir son petit bébé qui vient de naître. Voilà, je pense que Mm. c'est aussi un vrai sacrifice familial que vous avez fait à ce moment-là. Donc, c'est hyper courageux d'avoir fait ça. Bon, c'est gentil, mais c'est vrai que sur le coup, on était tellement sur la même longueur d'onde, si je peux dire, avec mon chéri, que ça s'est fait presque naturellement. On était omnubilés par le projet. C'était comme si c'était notre but ultime. Et il y a tellement de gens qui étaient motivants et aussi qui nous démotivaient, parce qu'il y avait vraiment les deux. Et ben que du coup, on avait aussi envie, ce truc, hein, et j'ai pas envie de le dire, c'est peut-être un peu d'ego, je sais pas, mais de prouver que si, en fait, même avec un bébé, on va y aller et on va y arriver. Et en fait, on a eu double défi. Parce que quand le bébé il est arrivé, c'était ah non, mais là, ils partiront pas. Ah non, mais là, ils sont fous. Non, mais ça va s'annuler. Non, non, mais les projets, ça va changer. Avec un bébé, on va voir s'ils vont partir. On en a eu plein. Et de notre propre famille, même, hein, des gens les plus proches de nous. Et au final, même pas forcément d'inconnus. Il peut y avoir les deux. Mais du coup, j'avais ce truc. En fait, moi, je trouve que les gens nous ont donné une hargne encore plus forte de réussir. En fait, d'aboutir à ce projet. Ouais, Et je maintenant qu'on comprends. le fait, on est géniaux, c'est incroyable. Ah maintenant, là, ça a changé le discours. Comment vous avez réorganisé finalement cette nouvelle date de départ? Ben, quand j'ai commencé à suivre des familles Tour du Monde, j'ai commencé à regarder avec l'âge des enfants des familles. Bon, souvent, c'est des plus grands. J'ai eu du mal à trouver des bébés comme moi. Mhm. J'ai trouvé qu'une famille à l'époque qui était partie avec un bébé à peu près de l'âge d'Aaron. Donc, c'était compliqué pour moi comment, de me mettre un peu à niveau au niveau des familles parce que c'était souvent des grands enfants et ça n'a aucun rapport. Donc j'ai commencé à poser des questions à mon médecin et à l'Institut Pasteur, c'est un institut de vaccination à Paris, voilà. Donc du coup j'ai commencé à leur poser des questions. En tant que maman qui a peur, à votre avis, à partir de quel âge je peux partir en tour du monde? Voilà mon projet. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis dingue de faire ça? Est-ce que vous trouvez que c'est possible? Et j'ai adoré parce que autant chez moi, c'était un peu la démotivation. Il y avait des proches qui n'étaient pas ouf, mais autant dans le système de santé enfin, tous les gens dans le système de santé que j'ai pu rencontrer, que ce soit pharmaciens, infirmiers, docteurs, ils m'ont tous hyper motivée à partir Trop avec un bien. bébé en me disant, mais en fait, tout va très bien aller, Amélie. Et ils ont été hyper rassurants. Ils m'ont dit, on va prendre les précautions qu'il faut. Donc, on te conseille, mais encore une fois, c'est un conseil, pas une obligation, de partir à 12 mois pour la simple et bonne raison qu'on peut faire quasiment tous les vaccins. 80% des vaccins que nous faisons, il peut le faire. Je crois qu'il y en a un seul qui l'a pas pu faire, je ne sais plus lequel, mais je pourrais te le dire si jamais ça intéresse des personnes. Mhm.
Mais sinon, voilà, il m'a dit après 12 mois, en fait, bah, tu peux faire la majorité des vaccins, donc c'est OK. Puis après, pour le reste, précaution comme à la maison, bah, plus de 48 heures de fièvre, on s'inquiète, on va aux urgences. Quand il a de la fièvre, bah, Doliprane, des choses un peu, en fait, que je me suis marquée sur une feuille. Un peu, je me suis un peu j'étais un peu autodidacte médecin. Maintenant, j'ai vraiment des réflexes, bah, même quand on est maman, on est débutante, hein. Au début, on appelle toute sa famille pour savoir ce qu'il faut faire dès que son fils, son enfant, il a de la fièvre ou qu'il a une plaque rouge ou un truc bizarre. Et ben en C'est vrai. fait, j'ai appris sur le tas. C'est vrai. Bah, le tour du monde, c'est pareil. Alors, je suis partie, il avait 16 mois, donc j'avais un peu d'expérience de maman. Je suis pas partie quand il avait 2 mois. Mais même à l'étranger, je me vois envoyer un mail à mon médecin qui m'a laissé son mail en cas de questions parce qu'ils ont été hyper adorables. Alors que voilà, euh, et en fait, bah, du coup, quand je suis vraiment inquiète, j'envoie un mail, on me répond très rapidement. Ou alors, je connais quelqu'un dans mon entourage qui est infirmière, donc pareil, bah, va me dire, il faut que tu fasses ça. D'ailleurs, ça m'a permis aussi d'apprendre aussi sur des choses où il faut être inquiet. Par exemple, mon mari, il a eu une fièvre d'une semaine tous les soirs. Il prenait ça à la légère en disant que c'est pas grave, que ça allait passer. Et heureusement que j'ai eu quelqu'un au téléphone, bah, une infirmière, une amie à moi, qui m'a dit, en fait, là, c'est pas du tout normal. Donc, en fait, même un adulte, il peut pas faire 6 jours de fièvre. Mhm. Et en fait, il avait une pneumopathie. Donc heureusement, et en plus, en 3 secondes, elle m'a demandé les symptômes et voilà, on peut pas le deviner, mais elle a très bien diagnostiqué ce qu'il avait. Et heureusement, parce que grâce à elle, on a pris un bus directement pour un hôpital pour aller le faire soigner parce qu'il minimisait vachement la chose. Et du coup, voilà, c'est important de s'écouter. C'est important de ne pas penser que c'est pas grave, de parler aussi aux gens avec qui on est. Parce que moi, mon mari, il me disait pas que ça allait pas à ce niveau-là, parce que juste avant, j'étais tombée malade gravement. Donc, bref, c'était une accumulation qui faisait qu'il voulait minimiser sa situation. Et au final, voilà, même si on s'inquiète pas pour nous, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, bah, le dire avec la personne avec qui on est, que ce soit un couple ou deux amis qui voyagent ensemble, faut le dire. Quand ça va pas, faut le dire. On n'est pas chez nous. Faut prendre des précautions. Et il faut savoir aussi, parce qu'il y a des fois, en Amérique du Sud, il faut aller dans des grandes villes pour être bien pris en charge dans un bon hôpital. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et des fois, le temps, il est très important. Ouais, ça, c'est important de le dire parce que nous, on l'a vécu. Donc, voilà, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, c'est important de ne prendre pas à la légère des symptômes comme la fièvre, voilà, qui peuvent être graves. Donc, en clair, voilà, quand j'ai eu peur de partir, on m'a rassurée en me disant que il n'y avait pas de problème et que si j'avais des questions, je pouvais les poser. Et voilà, je partais avec une bonne assurance santé comme tous les tours du mondiste, hein, c'est obligatoire. Et bon, pareil, on a le droit à 2 calls avec deux visios avec un médecin dans l'année, plus un chat, plus on est en ligne 24 sur 24 si on a besoin de les appeler, on peut. Donc c'est rassurant aussi, en fait, il y a plein de solutions. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu Voilà. dis sur le fait d'avoir justement d'être allé voir les professionnels de santé pour leur demander conseil, etc. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu, mais en fait qui fait complètement sens aussi pour répondre justement à ces questions de santé et surtout effectivement quand là c'est double peine parce qu'effectivement tu t'apprends à être maman et en plus tu as ce projet-là donc effectivement c'est compliqué. Mais tu vois, c'est la première fois que j'entends ça et en fait je pense que c'est un super conseil. Je pense qu'on peut donner aux parents qui veulent partir avec des jeunes enfants, en fait. Je trouve ça super. En fait, je me suis dit, si les médecins, eux, ils me disent que je suis folle et que je devrais pas partir avec un bébé, ça aura plus d'impact, en tout cas sur moi, que des gens un peu à droite à gauche comme ça. Donc, en fait, j'avais besoin d'être rassurée. Parce Ouais. qu'on me disait tellement, oui, c'est dangereux, et ceci et cela, j'avais tellement de jugements sur ça, que, en fait, j'avais l'impression que j'allais parler à mes parents dans un cabinet médical et que je leur demandais si vraiment j'étais folle ou pas. Et si eux m'avaient dit ça, je pense que j'aurais vu des choses, en fait. Et c'est pareil, quand vous dites que vous partez en tour du monde ou dans un voyage long, les médecins ne sont pas les mêmes, dans le sens où ils vont vous donner un contact perso, beaucoup, hein. Alors qu'ils ne le feront pas si vous habitez dans la ville et que c'est juste parce que vous partez 2 semaines en Guadeloupe, par exemple. Mais si vous dites que vous partez pour un long voyage, que vous êtes inquiet, que vous auriez aimé parler à quelqu'un s'il y a besoin, franchement, tous, ils nous ont proposé une aide plus, plus. Ils sont à l'écoute, plus, plus, parce qu'ils disent, ah, c'est incroyable ce qu'ils font. Ok, je comprends qu'ils sont inquiets. Vous inquiétez pas si vous avez besoin. Bon, on va vous donner des coordonnées qu'on donne pas d'habitude, mais si vous avez besoin, vous envoyez un message à ce secrétariat-là. Et, et, et c'est génial. Mon médecin m'a dit, parce que j'étais là, oui, le jet lag et machin. Il m'a dit, mais pas du tout, en fait. Un enfant aussi petit, déjà, moins de 2 3 ans, ils n'ont pas de jet lag. Le noir, c'est la nuit. Le jour, c'est la lumière. Et ben, c'est vrai. Je peux le dire aujourd'hui, c'est vrai.
C'est incroyable. En fait, ils ont moins de jet lag que nous, ils ont moins besoin de confort que nous quand ils sont bébés. Moi, j'ai avoir mal le dos sur un matelas d'un hôtel, mais en fait, Aaron, il est bien, peu importe où. Je lui mets un tapis par terre, il est très bien. Enfin, donc, en fait, ils sont beaucoup plus adaptés, enfin, ils s'adaptent beaucoup plus que nous, adultes, limite. Donc, en vrai, ils avaient raison. Enfin, voilà. Le fait de poser la question, ben, tu peux avoir une réponse qui ne te convienne pas, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et je ne peux pas aujourd'hui répondre sincèrement en disant si on m'avait dit le contraire, qu'est-ce que j'aurais fait? Mon mari, je sais que lui, il est un peu carpe diem, il vit au jour le jour, il m'aurait dit on s'en fiche de tout le monde, enfin, ce que les médecins disent et on s'en va. Lui, il aurait été plus comme ça. Bon, il aurait écouté quand même, mais il m'aurait dit bon, c'est bon, quoi. Mais après, c'est un peu un garçon, quoi, j'ai envie de dire. Mais moi, j'aurais été plus, ah non, s'il dit ça, je pense que ça aurait remis plein de choses en cause. Et puis j'ai vieilli aussi. Alors c'est bête, mais bon, vraiment, si les jeunes nous écoutent, à chaque fois, je dis oui, on disait ça, mais je n'y croyais pas. Mais c'est vrai. Genre, par exemple, quand j'avais 25 ans, j'avais pas le vertige. À 35, j'ai le vertige. Il y a des trucs que je comprends pas. Quand tu deviens maman, tu as peur de choses que tu n'avais pas peur avant. Et je suis sûre que tu comprends ce que je dis. Tout Et à en fait. fait, si un médecin à 25 ans, il m'avait dit, ouais, on est d'accord. Si un médecin m'avait dit, bah, tu pars pas à 25 ans, je leur ai dit, ok, d'accord, super, allez, au revoir. Mais si à 35, tu me dis c'est dangereux pour ton bébé de partir, j'écoute autrement. Je suis plus du tout la même personne qu'il y a 10 ans. Donc oui, j'aurais pris en considération ce qu'on me dit et ça aurait peut-être mis mon projet en doute. Après, savoir si je serais partie ou pas quand même, j'ai pas la réponse. En tout cas, quand je suis sortie de l'Institut Pasteur et de chez mon médecin généraliste, et aussi l'ORL de mon fils, parce qu'il y a, bon, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais mon fils a une surdité de naissance à l'oreille gauche. Et enfin, en fait, je l'ai appris quasiment quand il est né, enfin pas longtemps après. En fait, il est suivi à l'hôpital Necker des enfants malades. Et en fait, du coup, je suis très proche du professeur de mon fils. Et en fait, ça a été la première à qui je me suis confiée là-dessus. Parce que quand j'ai appris que mon fils était sourd d'une oreille, bah, j'ai pleuré parce que bah, là, mon fils. Alors qu'en fait, il va vivre normalement, qu'il a une oreille qui va bien et que j'ai hyper positivé là-dessus parce qu'il y a bien plus grave et il n'y a aucun problème et il vivra normalement. Mais en fait, c'est la première avec qui je me suis effondrée et je lui ai dit, oh là là, mon fils a un problème. En plus, je vais partir en tour du monde. Vraiment, la scène, c'était ça. On aurait dit une hystérique dans le cabinet. Et je lui ai dit, j'annule tout, c'est n'importe quoi. Voilà, on va rester ici, on va vivre une vie normale. Alors, qu'est-ce qu'une vie normale? Je vous laisse répondre à ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai dit. Et puis, on va arrêter tout ça. Et là, elle m'a regardée. C'est un grand professeur. Cette nana est incroyable. Euh, et elle m'a regardée et elle m'a dit, alors, elle m'a pris dans les bras. J'ai trouvé ça incroyable. Elle m'a dit, maintenant, on va se calmer. Vous allez vous asseoir et je vais vous parler. Quel est le rapport entre votre rêve que vous allez réaliser avec votre famille, qui est pour moi, je trouve un rêve incroyable que même moi, j'ai pas pu le faire parce que j'ai fait médecine, que j'ai enchaîné dans ma vie, qu'à l'époque, bah voilà, on pensait plus à faire une réussite professionnelle que vivre ses rêves, etc. Elle me dit, moi, je vous le dis aujourd'hui, si vous le faites pas, vous regretterez toute votre vie. Donc, l'oreille d'Aaron n'a aucun, mais aucun rapport avec ce que vous allez réaliser. Il y a des solutions. Je connais des ORL dans le monde entier parce qu'elle fait des conférences dans le monde entier. S'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pendant notre voyage, hein, pour info. Et vous irez voir un ORL et vous viendrez de ma part et on fera les choses. Mais en fait, je vois pas en quoi c'est impossible. Là, c'est vos hormones qui parlent de maman. Il y a beaucoup de choses dans votre tête. On va se calmer, on va tout structurer. Vous allez partir de ce cabinet, vous allez comprendre que vous n'allez pas lâcher l'affaire juste pour ça. Il n'y a aucun problème. Et en fait, c'était elle mon déclic, pour être honnête. C'est cette histoire mon déclic. Mais j'ai quand même continué à poser la question à l'Institut Pasteur et tout, parce que j'avais besoin d'être tout le temps rassurée. Et en final, tous étaient d'accord. Mais voilà, en clair, même si notre enfant a un petit handicap, bah, c'est aussi pour prouver que c'est possible. Je pense que c'est important aussi d'en parler. Tout Donc à ouais, fait. ça peut aider certaines personnes. Quel est le parcours que vous avez prévu? Alors, on a fait 2 semaines en Islande. Ça, c'était prévu, réservé, booké. On a un peu prévu que le début, pour être un peu à l'aise. Donc, on a fait 2 semaines en Islande. On est parti un mois au Canada. On a fait un mois sur la côte ouest des États-Unis où notre famille est venue nous rejoindre pour ce road trip de quatre Trop bien. semaines. Donc tout ça, c'était prévu, parce que comme notre famille nous rejoignait 2 mois et demi après le début du tour du monde, ben, on avait prévu jusqu'aux États-Unis le programme, etc. Pas forcément tous les logements. Enfin, aux États-Unis, si, parce que les parcs nationaux, c'est vite booké. Mais Islande aussi, c'était booké. Mais Canada, on a un peu fait à l'arrache, si je peux dire. Euh, donc voilà, parce que ça se fait très bien comme ça.
Après les États-Unis, on n'avait plus de plan. On avait des idées, mais rien de prévu. Donc, on avait booké jusqu'à, on va dire, 2 mois et demi à l'avance. Je trouve que c'est des pays qui coûtent très cher. On a commencé par des pays chers exprès pour un peu exploser le budget dès le début et pas finir par les pays riches. Hein. C'est notre technique à nous en se disant, bah, au moins, on a passé le plus dur. C'est un peu ça notre philosophie. Euh, et donc, du coup, on a fini les États-Unis, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, on a regardé un peu pendant qu'on était en train de faire notre trip et en fait, on a vu un billet pas cher pour aller en Polynésie française. On s'est dit, de France, ça va nous coûter très cher si un jour on veut y aller. Donc, on a vu un direct pour 600 euros à 3. Enfin, il faut savoir qu'Aaron ne paye pas jusqu'à ses 2 ans le billet d'avion. Là, il vient de commencer à le payer pour information, parce que ça, beaucoup de gens ne savent pas. Je l'apprends à plein de personnes qu'un enfant ne paye pas jusqu'à ses 2 ans. Ouais. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on est parti quand il avait 16 mois, parce qu'on a pu quand même faire pas mal d'économies sur les premiers billets d'avion, Ouais, tu faut le dire. m'étonnes. Donc, on est allé en voilà, donc on est allé en Polynésie française 5 semaines. Pareil, on est arrivé là-bas, c'est simple à Tahiti, juste pour donner l'info comme ça, les gens savent. Bon, alors juillet, août, c'est pas conseillé. Nous, on est arrivé début septembre, on est allé directement dans l'agence Air Tahiti et on a fait notre programme avec la nana en 1 heure pour visiter 6 villes différentes. C'était booké en 2 heures. Voilà, Ok. on dire que c'est possible. Hein. Et bah, après, on a des dates flexibles, hein, faut le dire aussi. Mais en septembre, il y a beaucoup de moins de monde. Donc, on a fait ça. Après, on est allé au Mexique, parce qu'on voulait faire l'Amérique centrale et du Sud. On avait prévu de faire le Guatemala, mais on l'a annulé parce que j'ai attrapé la dengue et que j'ai été hospitalisée au Mexique pendant quasiment 3 semaines. Et du coup, après ça, on est allé en Colombie, parce qu'on avait annulé le Guatemala, donc on est passé direct en Colombie. Et pourquoi on était au Mexique? C'était pour El Dia de los Muertos, c'est la fête des morts. On voulait absolument le fêter là-bas. C'est là d'ailleurs que j'ai attrapé la dengue, parce que j'étais un peu dans la campagne, à Oaxaca. Donc, mettez de l'anti-moustique plus, parce que je ne savais pas, mais là-bas, il y a beaucoup de dingue. Voilà, parce que c'est mieux de faire de la prévention. Et du coup, après, le Guatemala, on l'a annulé. Du coup, on est allé directement en Colombie, parce qu'on avait une deuxième date à respecter, parce qu'on voulait fêter le carnaval de Rio. Donc, on ne pouvait pas trop s'attarder en Amérique centrale. On voulait, du coup, visiter la Colombie. Et en Colombie, Dylan est tombé juste après moi malade avec une pneumopathie. Ça a été un peu un coup dur pour nous parce que ça a été l'accumulation, en fait. C'était dur. Du coup, on a décidé sur un coup de tête, chose qui n'était pas prévue, de rentrer en France pour les fêtes et faire une surprise à notre famille et de se reposer 3 semaines. Parce que moi, après la dingue, j'étais très affaiblie physiquement. Donc, je ne pouvais pas faire de randonnée, choses comme ça. Il faut savoir qu'on porte notre fils H24 sur le dos, moi ou Dylan, que ça vous près 16 kilos avec le porte-enfant. Donc, c'est un peu physique quand même, notre tour du monde. Donc, Dylan, la pneumopathie, il était très faible. Moi, je sortais de la dingue. Donc, on a fait une pause de 3 semaines. Et ça aussi, s'écouter, pas s'obliger à voyager pour voyager. Ça aussi, c'est un sujet chez les tours du mondistes. Où des fois, t'en peux plus, mais tu continues pour continuer. Ça, c'est C'est aussi vrai. un sujet qu'on a pas mal parlé. Donc, voilà, on est rentré en France, on a passé les fêtes, on est revenu, on a fini la Colombie. On est allé directement après au Brésil, où on est arrivé dans le nord à Manaus, on a fait l'Amazonie. Là, on arrive du coup pour le carnaval de Rio. La suite, c'est Bolivie, Argentine, Chili. On va faire avec des tours du mondistes qu'on a rencontrés en Colombie pour qui on a eu un coup de cœur. Vous voyez, c'est fou. Donc, on va passer quasiment 2 mois et demi avec eux. On a loué une voiture pour faire Chili-Argentine pendant 53 jours avec eux et diviser les frais parce que l'Argentine est devenue très chère. Donc, voilà. Après, on finira par le Pérou. Là, on se séparera de nos amis. Et après, donc rien n'est sûr, mais on irait forcément sur le continent asiatique, mais on ne sait pas par où commencer. Ok. Mais on fera le continent asiatique. Ok. Ouais, donc Voilà. vous écrivez un petit peu un peu au feeling. Vous avez des pays déjà un peu en tête et après vous adaptez quoi. On s'adapte et puis aussi par rapport aux rencontres, la preuve, parce qu'on devait, enfin, c'est pas très logique d'aller du Brésil en Bolivie pour ceux qui suivent un peu, mais en fait, on rejoint nos amis pour après faire l'Argentine-Chili avec eux, mais du coup, on paye un billet alors qu'on aurait pu aller en Argentine, suivre après le Brésil, ça aurait été entre guillemets la logique, mais au final, c'est parce qu'on veut aussi voyager avec nos amis, nos copains aussi, eux, font des concessions sur autre chose pour qu'on se rejoigne, et au final, bah, les rencontres font que bah, tu changes ton programme et la maladie aussi fait C'est que tu ça. changes ton programme, la preuve. Hein. C'est On ça. a, on a annulé le Guatemala, alors c'était mon rêve pour faire le volcan, mais voilà, on l'a pas fait. Donc voilà, s'écouter, écouter les rencontres, écouter la vie, pas trop réserver à l'avance parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, ou alors prendre des assurances, chose qu'on n'avait pas faite. Je parle des avions, hein, si vous avez des billets Mhm. d'avion réservés à l'avance, parce que assurance santé c'est obligatoire, mais par exemple on avait déjà des billets
d'avion, en fait, pour quitter le Mexique, le Guatemala, et au final, on passait par la frontière terrestre au Mexique-Guatemala, je dis des bêtises, mais du Guatemala en Colombie, on a dû annuler le billet, et on n'a pas été remboursé parce que tu penses pas qu'il puisse arriver quelque chose. Mais c'est Ouais. bien, ça t'apprend. J'ai plein de questions dans tout ce que tu viens de dire. De Euh, dire, ouais. Il nous en est arrivé des choses en même temps. ouais, c'est ça. Il y a trop de choses à dire là, rien que sur ce sujet. Tu t'attrapes la dingue. Comment tu te rends compte déjà que tu as attrapé la dingue? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est une histoire aussi pas mal dans le sens où je me suis levée un matin, j'ai eu des énormes maux de tête qui sont foudroyants, vraiment le mot de tête que tu n'as jamais eu de ta vie. Donc si déjà je peux dire que c'est vraiment le premier symptôme que vous pouvez ressentir. Un mot de tête qui n'est pas normal, quelque chose que vraiment qui est au-delà de ce que tu as pu vivre dans ta vie. Donc déjà, je le dis à Dylan parce que nous, on n'est pas trop médicaments. Nous, vraiment, on est le genre de personne, on va prendre un Doliprane vraiment quand ça va vraiment pas. Voilà, on est un peu comme ça. Et Mhm. là, je lui dis, je sens que ça va pas du tout. Je sens que là, j'ai quelque chose d'important. Parce que je me connais. C'est vraiment pas il faut y aller pour que je souffre. Et je lui dis, ça va pas. Et il me dit, oh là là, si tu me dis ça, c'est que vraiment ça va pas. Donc, on va à l'hôpital tout de suite. Et ils me disent, donc hôpital privé, hein, je précise quand même, américain de Mexico City, si jamais vous passez par là. Ils me disent, en fait, vous avez un virus, après 4 heures d'examen, hein, je vous passe les détails, sans, etc. Vous avez un virus, ça va partir, il y en a pas mal par ici. Voilà, vous allez prendre juste du paracétamol et puis ça ira. Ok, je peux continuer mon voyage? Oui. Le lendemain, mon état est mieux sur le coup parce qu'ils m'ont mis sous perf pendant 4 heures, donc je suis sortie un peu dans les vapes, mais du coup normal que j'avais moins de douleur. Et le lendemain, je vais pas mieux, je vais même quand même pire, on va dire. Mon état s'aggrave un petit peu. Et du coup, je lui ai dit, mais non, en fait, je sens que ça passe pas, quoi. Enfin, vraiment, il y a zéro amélioration. Et mon amie infirmière, c'est une de mes meilleures amies, me dit au téléphone, des antibiotiques, au bout de 48 heures, si ça va pas, faut retourner à l'hôpital. C'est sous 48 heures maximum que ça doit faire effet. Cette phrase, je m'en rappellerai toujours parce que c'est ce qui a sauvé moi et Dylan. Donc, je dis OK. Donc, le lendemain, j'attends un petit peu. Elle ne voulait pas que j'attende. Je lui donne mes symptômes. Elle me dit, oh là là, ça ressemble à une méningite. Maintenant, voilà, faut pas s'inquiéter. Mais c'est bizarre, ça ressemble à un début de méningite. Parce que j'avais des courbatures, je sentais plus trop mon bras. Je me sentais mal. Donc là, elle s'inquiète. Elle me dit, go, tu retournes à l'hôpital. Donc, je retourne à l'hôpital. Ils me refont des examens et ils me disent, ah non, mais OK, c'est un début de méningite. Effectivement, on ne l'avait pas vu, mais vous inquiétez pas, ça va mieux. On vous donne ce qu'il faut. Je ressors. Je vais un petit peu mieux le lendemain. Dylan me fait prendre, on devait prendre un avion pour aller à Chetumal, c'est une ville aussi, pour passer la frontière par le Belize et aller au Guatemala. Parce qu'on nous avait déconseillé de passer par le Chiapas. À ce moment-là, il y avait des morts et des gangs, etc. Bref, l'ambassade française, j'avais envoyé un mail d'ailleurs pour prévenir que c'était dangereux. Donc parce qu'on a un bébé, surtout, on avait dit on passe par une autre frontière. Donc, on prend l'avion jusqu'à Chetumal et mon état empire à l'arrivée. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder le soleil. En fait, selon la gravité, enfin, comment on développe la dingue, il y a des gens qui ont plus de symptômes que d'autres. Moi, j'ai eu la totale parce que j'ai fait une dingue qu'on appelle hémorragique, qui est la dingue la plus grave qu'on peut faire. C'est un peu comme toi et ta chance face au Covid, en fait. Il y a des gens qui sont hospitalisés, d'autres pas. Ils font un petit rhume à la maison. Voilà, c'est pareil. Et donc, mon état empirait. Il faut savoir que je mangeais plus et j'arrivais quasiment plus à boire. De là, ma famille en France, ma sœur avec qui je suis très proche, commence à s'inquiéter. Elle appelle un peu l'assurance pour moi parce que j'avais même pas la force d'appeler qui que ce soit. Mon mari gérait mon fils. Du coup, c'est compliqué. Et donc, en clair, je peux plus bouger. J'en suis à un stade où j'arrive plus à me tenir debout toute seule. Waouh. J'arrive plus à aller me laver, rien. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, ça faisait quand même 5 jours que j'avais la dingue. Et donc, de là, ma sœur me supplie de revenir à Mexico City parce qu'à chez Toumal, il y avait des hôpitaux publics où je me suis présentée. Et clairement, c'était la cour des miracles. Donc, mon mari a repris un billet pour l'après-midi même pour retourner à Mexico City. De là, on va à l'hôpital. Je suis hospitalisée. On sait enfin que j'ai la dingue. J'ai changé d'hôpital entre-temps. Mon assurance m'a considérée dans un autre hôpital qui, eux, ont considéré mon cas plus et qui ont donc déterminé tout de suite que j'avais la dingue. Ils m'ont fait un test spécial dingue. En fait, le test pour être sûr que la dingue, c'est ce qu'on a, c'est le test des plaquettes. La dingue attaque les plaquettes.
Donc, quand vos plaquettes sont basses, moi, c'est sûr, elle s'est passée de 170 à 50 en 3 jours. Donc, effectivement, c'était compliqué. Voilà, j'étais à 2 doigts de la transfusion et j'avais perdu 8 kilos en une semaine. Tu dois périr, tu sais pas si tu vas guérir parce qu'il n'y a pas de traitement. Et il te dit, bah, faut attendre que ton corps reprenne le dessus, s'il le reprend. Voilà, on perd que. Alors c'est bien parce qu'au Mexique, il n'y a pas de, il y a pas de, ils font pas dans la dentelle, ils te disent la vérité. Donc moi, j'étais là en mode, mais je comprends pas, je peux ne pas guérir. Oui. Après, nous, ils vous maintiennent en vie en fait. C'est-à-dire qu'ils te font des. Donc j'étais réhydratée avec des poches toute la journée. Et j'avais du coup des médicaments pour atténuer les symptômes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est atténuer tes symptômes, te contrôler, faire une transfusion de plaquettes quand elles sont trop basses, éviter que tu tombes malade parce que quand tes plaquettes sont trop basses, il ne faut pas que tu tombes malade parce que bah là, tu peux Ouais. vraiment mourir parce que tu es très faible. Donc, il rentrait dans ma chambre tel des cosmonautes hyper protégés de partout pour pas me toucher, pour pas me contaminer d'une maladie, quoi, autre. Donc, j'ai attendu que mon corps se batte, vraiment en priant tous les jours, hein. Pour dire, je Wow. n'étais pas croyante. Et c'est bizarre, mais je me suis mis à prier tout ce que je pouvais pour me dire que j'allais guérir. Donc, ma sœur est venue à Mexico, tellement elle s'est inquiétée, il y avait de quoi. Dylan, donc c'était compliqué parce que lui, il gérait le psy, il était inquiet, il pouvait pas forcément l'être parce qu'il restait fort pour moi. Mhm. Voilà. Et puis un matin, je me suis levée, j'avais plus ma vue. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est un symptôme de la dingue aussi, c'est-à-dire que je voyais trouble complètement. Donc, je demande au médecin si c'est normal. Il me dit que c'est un symptôme aussi supplémentaire. Il y a les membres aussi qui peuvent gonfler, comme si tu fais de la rétention d'eau. J'avais la totale. Wow. Donc, voilà, ça aussi, c'est des symptômes de la dingue. Et du coup, je me disais, mais est-ce que je vais récupérer la vue et le médecin me dit, je sais pas. J'ai adoré. Voilà. Et puis, bah, du coup, en 24 heures, pour expliquer un peu la fin de l'histoire, un jour, je me suis vraiment. Je souffrais la nuit, je souffrais le jour, je souffrais tout le temps. Et en fait, le matin, je me réveille et je sens que mon corps, il est différent. Je sens que j'ai plus autant mal qu'hier, quoi. Vraiment, il y a eu, genre, c'est presque du jour au lendemain. Vraiment, j'ai senti un truc et je lui ai dit, j'ai appelé mon médecin parce que j'avais son WhatsApp en cas d'urgence. Et je lui ai dit, il y a un truc qui s'est passé, je sens que mon corps ça va, est-ce que tu peux me faire un test des plaquettes? Il me fait un test des plaquettes et elle avait remonté de très peu. Mais en fait, quand elle remonte, normalement, c'est un bon signe. Ça veut dire que soit tu vas guérir, soit tu fais une rechute après, mais t'as pas de chance. Mais en clair, normalement, ça peut être bah, signe de guérison. Ça y est, ton corps a repris le dessus. Moi, c'était le cas. Et du coup, j'ai guéri un peu du jour au lendemain. Alors attention, il y a des gens, ça dure des mois avant qu'il n'y ait plus de fatigue, d'autres des semaines. Moi, ça a duré quelques semaines. Et voilà, on a vécu vraiment une expérience pas ouf, mais c'est bien, ça nous a un peu renforcé dans vraiment la phrase pourrie, mais qui a vraiment un sens le jour où tu te dis, ouais, ok, sans la santé, il n'y a rien d'important, mais vraiment, genre, je me suis vraiment vue partir. Voilà. Mais j'ai décidé de continuer et voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là pour ça, en tout cas. Aaron, il est venu te voir aussi à l'hôpital. Comment lui il a géré, comment vous avez géré justement bah, la séparation, comment ça s'est organisé? Dylan pouvait rester avec moi toute la journée dans la chambre. Donc, au début, bah, il faisait ça, mais en fait, on voulait pas qu'Aaron il soit toute la journée dans une chambre d'hôpital à rien faire. Enfin, c'est glauque, c'est bizarre. Enfin, voilà. Mm. Du coup, on a trouvé ça, on l'avait mis sur notre Instagram et les gens avaient trouvé ça hyper cool. On avait déjà mis Aaron dans une crèche parce qu'on était resté sur Mexico City avant que je tombe malade pendant 2 semaines. Et on avait dit ça serait bien qu'il voit d'autres enfants. Je pense qu'il peut plus nous voir en peinture. Il nous voit que nous tout le temps. Il en a peut-être marre. Et puis nous aussi prendre du temps pour nous. Mais en vrai, c'était surtout pour lui, quoi. Il nous faisait de la peine à chaque fois qu'il voyait un enfant. Il essayait de faire qu'il soit son copain ou sa copine. On voyait très bien qu'il était en manque de liens sociaux, j'ai envie de dire. Donc du coup, on a regardé garderie, crèche sur Internet. Et puis de là, on a vu quelques WhatsApp de crèche. Alors moi, j'avais pas envie de mettre avec une nounou tout seul parce qu'il faut avoir vraiment confiance et tout. Une crèche, j'étais un peu plus rassurée parce que plein de gens, parce que voilà, plus surveillé, machin. Du coup, j'ai trouvé des crèches et là-bas, ce qui est incroyable, c'est que les crèches, elles vous prennent votre enfant. Il y a des forfaits de 2 jours, une semaine, un mois. Il avait déjà fait 2 semaines avant que je tombe malade et on devait du coup partir. Il avait adoré, il voyait juste la porte de la crèche, il courait, il était dans un état, mais il disait au revoir, goodbye, goodbye. Même les nanas de la crèche étaient morts de rire parce que bah, il s'en fichait de moi complètement et quand je venais le récupérer le soir, il pleurait. Donc ça a été tellement une super expérience.
Que du coup, on a réitéré quand j'ai été malade. Pour nous, c'était, enfin, ça c'est venu tout de suite. Comme ça, Dylan avait le temps de s'occuper de moi. Après, ne serait pas toute la journée dans une chambre d'hôpital. Donc, on a repris donc, à la crèche, du coup, 3 semaines, à la crèche 1 mois. Enfin, ils nous ont demandé pourquoi ils revenaient à la crèche. Ils ont compris que c'était bizarre parce qu'on leur avait dit qu'on partait. Dylan leur a dit que j'étais malade et que j'avais la dingue. C'était comme si ils leur annonçaient que j'avais un cancer. Enfin, elles étaient hyper inquiètes pour moi. Quand je suis revenue chercher mon fils le dernier jour de la crèche, c'était émouvant. Je les connaissais pas, les nounous. Elles m'ont pris dans les bras comme si je revenais de je sais pas du quoi. Ma question suivante, c'était quels ont été vos premiers challenges sur les 7 premiers mois? Bon, bah voilà, vous avez quand même affronté quand même la maladie C'est pas mal. à tout niveau. Donc là, c'était quand même assez challengeant. Alors, on va revenir à des sujets un peu plus tour du mondiste. Alors, dans quel type d'hébergement, en fait, vous dormez? Plutôt appart? Parce que du coup, avec un bébé, c'est un petit peu différent, on va dire. Eh ben, les gens sont peut-être étonnés. Et d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux, on a reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Dans les pays riches, on a fait de la tente, beaucoup de camping, 80% du temps. C'est-à-dire Islande, États-Unis, Canada, Polynésie, on a fait de la tente. Ok. On s'est bien équipé chez Decathlon et ça s'est très bien passé. On a pris une tente 3 places plus plus et on a quasiment fait ça tout le temps et on a énormément économisé d'argent comme ça. Au Canada, par exemple, c'est ce que je disais, il y a des groupes pique ta tente chez moi. C'est gratuit. Il y a un Québécois qui est gentil qui te répond et qui dit, bon, c'est en Gaspésie et au Québec surtout, et qui te dit, bah, tu peux piquer ta tente dans mon jardin. Il y en a qui te donnent accès à leur sanitaire, d'autres pas. Donc voilà, enfin, après ça dépend du feeling et tout, mais si tu arrives que tu dis pas bonjour et que tu vas dormir dans ta tente dans son jardin, c'est sûr qu'à mon avis, tu vas pas avoir accès à trop à la douche. Mais si tu sympathises, ils sont adorables et voilà, c'est un donnant-donnant, mais on a eu des rencontres incroyables grâce à ça. J'ai mis le plan parce que nous, on ne connaissait pas, on l'a connu à la fin, les groupes Facebook pour piquer notre tente au Canada. Je peux vous dire que ça, c'est de l'or. Je suis dégoûtée de ne pas avoir su ça au début. Au début, on payait des campings. Voilà. En plus, ça te fait rencontrer plein de gens. Super. Il y a eu ça. Après, Islande, oui, la tente, mais le problème, c'est qu'on avait un déluge pardon, de neige. Alors qu'à la base, c'était l'été. Wow. On était en juin exprès, mais on n'avait pas de chance. Donc, on a dormi dans la voiture une semaine sur les 2 semaines. Donc, vraiment, comment te dire, au niveau commodité, on est très à l'arrache, même avec un bébé. Il dormait sur la plage arrière allongé et nous, on avait les 2 sièges de devant complètement allongés et on allumait le chauffage toute la nuit. Donc, on avait 3 barres d'essence en moins le matin, mais au moins, on avait chaud. On a fait avec. Parce que du coup, on avait loué voiture plus tente et on ne devait pas avoir de déluge. Et les chambres d'hôtel étaient à 150 euros par nuit et c'était juste pas possible pour nous. Sinon, on allait tuer le budget dès le début. Mais en vrai, on s'adaptait très bien et ça se passait bien. Et aux États-Unis, camping partout. Côte ouest des États-Unis avec les parcs nationaux, très facile. Polynésie française, ça s'est vachement démocratisé le camping. Avant, apparemment, ce n'était pas le cas. Quand j'entends les voyageurs il y a quelques années, il y a énormément d'habitants qui même ont leur propre tente, qui installent des tentes dans leur jardin et vous pouvez loger dedans. C'est pas bon d'avoir votre équipement, mais nous, comme on l'avait, c'était rentable de ramener jusqu'à la Polynésie. Des fois, on s'est pris une chambre de temps en temps quand tu as vraiment envie d'un confort plus plus. Voilà, on s'écoute. En fait, c'est toujours pareil dans le Mm. voyage. Quand tu es au début du voyage, comme les 4 premiers mois, et qu'on fait les pays riches, on a de l'énergie, en fait. Mais plus tu avances, plus tu as besoin de confort. Ça, je l'ai remarqué aussi. Donc, c'est bien d'avoir fait le plus dur au début. Parce que ça aurait été compliqué de demander du confort dans des pays qui coûtent très cher. On aurait tué le budget. Donc, c'est bien entre guillemets, tué notre jauge d'énergie dès le début, entre guillemets, pour être le plus courageux possible dans l'attente. Mais en vrai, ça a été parce que on a pris. En fait, quand tu prends un équipement camping, par exemple, on s'est dit, on va mettre 300 euros dans le bac-là, mais parce qu'on va y passer 4 mois non-stop. Donc, Ouais. après, voilà, faut que tu jauges un peu. Des fois, il faut faire des économies, mais pas non plus. Faut pas Ouais. abuser. Enfin, je le trouve. C'est ma façon de voir les choses. Mais ok, je veux faire du cheap, mais en même temps, prends-toi quand même un bon matelas parce que tu sais que tu vas y passer du temps et il te fait pas souffrir à 100%. Après, si t'es tout seul et que t'as pas d'enfant. Mais nous, à 3, voilà, on a pris un bon matelas et clairement, ça a tout changé. Faut dire la vérité. Mhm. Et donc, Polynésie, on a fait un peu de chambre vite fait et du camping majoritairement.
Après, on a revendu tout notre équipement de camping en Polynésie parce qu'on savait qu'après les chambres seraient pas chères en Amérique du Sud, on n'en aurait plus besoin. C'était le but, c'était le plan. On a tout vendu en Polynésie et on est arrivé au Mexique. On faisait que des chambres d'hôtel. C'est simple, on va sur Booking, on tape le moins cher, on filtre le moins cher dans la zone qu'on veut. Et puis après, tu as des surprises des fois. Des fois, c'est pas comme sur les photos. Des fois, tu as des cafards. Des fois, tu pas de serviettes alors qu'il y a écrit qu'il y en avait. Ou alors, tu as des serviettes, mais tu n'aimerais pas te mettre dedans. Voilà, c'est toi et ta chance. Donc, on a de tout. Et des fois, tu as des bonnes surprises. Tu as l'impression que c'est glauque et au final, tu arrives, c'est très bien. Donc, voilà, c'est toi et ta chance un peu. Ouais. Après, c'est pareil. Il faut savoir s'écouter. Nous, on prend le moins cher possible parce qu'on met tout notre argent dans les activités. Parce que les activités, on va jamais dire non à des activités. Parce que clairement, si on fait pas ça, enfin, c'est notre façon de voyager, encore une fois, notre avis à nous. Mais je préfère me payer, je fais un tour en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon, chose qu'on a fait, Mm. plutôt que de dormir dans un lit. Voilà. Mais c'est notre façon de voyager, encore une fois. Et par contre, il y a des fois, on va être très fatigué, et comme disait ton ami, et ben, on va prendre une vraie chambre d'hôtel. Pas luxe, mais voilà, pour nous, déjà 30-40 € la nuit en Amérique du Sud, t'es luxe. Tu Mm. sais que tu vas te reposer. Voilà. Et on va arrêter de prendre 10-15 €. Et on va faire ça 3-4 jours, le temps de se reposer peut-être et de reprendre d'un peu. Donc, non. Au niveau logement, on est économique. Plus, Ok. plus. Bah ouais, ouais, je vois ça, mais du coup, c'est top de partir avec la tente. J'avais pas tellement fait attention sur votre Instagram, vous étiez parti en tente. En plus, ça vous fait quand même du chargement supplémentaire et c'est aussi, on va dire, une charge mentale supplémentaire de se dire, bah, où est-ce que je vais me doucher, où est-ce que je vais pouvoir enfin, laver mon linge, enfin, tu vois, toutes les commodités qui tournent autour du camping, en fait, parce que planter sa tente, c'est bien. Mais il y a aussi tous les à côté que ça incombe, tu vois. Ouais, le linge, la douche, Faut savoir les déjà que toilettes, etc. 80% des campings au Canada et aux États-Unis, ils ont toutes les commodités. C'est des pays faits pour le camping. D'accord. Les gens, ils sont tous en van. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est normal chez eux de vivre en van. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper démocratisé. Les gens qui ont fait ces pays-là, d'ailleurs, ils sont choqués. En Australie, c'est pareil, apparemment, d'ailleurs. Mais vraiment, c'est des pays où si tu fais du van et du camping, tout est limite plus luxueux que chez toi. Tu Hmm. as déjà tout pour faire le feu, tu as le bois, tout est vendu à l'entrée pour que tu fasses tes chamallows le soir. J'abuse pas, hein, vraiment. Tu as l'eau potable qui a des points d'eau, tu as même des fois, tu peux payer ton point d'eau sur ta place de tente, avec ton robinet, avec ton eau potable. Moi, je savais pas que c'était possible parce qu'avant ça, j'avais jamais fait de camping de ma vie, hein, avant le tour du monde, hein. Ah oui, en plus. Donc, faut le dire. Ah non, Dylan, il a quand même regardé un tuto pour savoir comment monter une tente. Après, ça lui a saoulé de faire des tentes à monter. Donc, il a pris la tente qui est choix 2 secondes à Décathlon. Mais oui, on était des débutants. Mais en fait, voilà. Il y a juste quand tu piques ta tente chez quelqu'un gratuitement, où tu sais pas si tu vas pouvoir avoir accès au sanitaire. Mais c'est pareil, s'il y a une soirée où le mec ne voulait pas te faire rentrer chez lui, ce que tu comprends, parce que déjà, il prête son terrain. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et ben, tu sais que tu t'es pas lavé cette nuit-là, bah, le lendemain, tu fais en sorte de trouver un truc avec une douche. Hmm. Donc, en fait, c'est pas très grave de pas se laver pendant 24-48 heures. Nous, on a trouvé des laveries partout. On a rarement fait notre linge à la main, tellement on en a toujours trouvé. Tu as des washing machines partout. Il y a des lingeries partout dans le monde. Que ce soit dans les pays sous-développés, développés, tu en as partout. On n'a jamais eu de problème à trouver notre linge. Tu le déposes le matin, tu le récupères l'après-midi. C'est franchement. C'est royal. Voilà. Mieux qu'à la maison, quoi. Il reste Ouais, mieux pas qu'à dans la la maison. panière pendant 4 jours en boule que tu dois Exactement. repasser. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Je te jure, c'était facile. Ou alors, sinon, tu vois, en Amérique du Sud, si on n'a pas envie de s'embêter, des choses que j'avais pas pensé au début du tour du monde, tu as envie de faire tes machines, tu veux être sûr de pouvoir les faire, bah, tu te prends Airbnb avec machine à laver. C'est un truc bête, hein, mais j'y pensais pas. Et Ouais, aussi, on a fait du homestay aussi. d'accord. J'ai oublié de dire ça. On allait chez les gens dormir. Alors attention, Homestay, c'est le site Homestay. C'est pas un échange de maison, parce que je sais que ça existe. C'est tu vas chez quelqu'un qui loue sa chambre chez lui. Il écrit sur l'annonce s'il veut ou pas de l'interaction avec toi. Tu vois, est-ce que c'est un Airbnb ou juste à ta clé ta chambre, ou est-ce qu'il a besoin de te parler et qu'il aime bien aussi les échanges avec les personnes qui vivent chez lui. Donc nous, on favorisait les échanges parce que le but était d'aller chez des locaux. Tu payes quoi qu'il arrive, mais tu payes beaucoup moins cher. Par Mhm. exemple, à Boston, on avait pris une chambre chez des grands-parents trop mignons.
Et ils avaient adoré Aaron. Et on avait eu un échange de fou avec eux. Et on s'était attaché en 4 jours avec eux. Ils nous ont ramenés au terminal de bus pour partir. On partait pour le Canada et on a pleuré, quoi. C'était n'importe quoi. Mais du coup, on s'était hyper attaché avec eux. Dylan, il s'était mis à faire des travaux dans le jardin avec le grand-père. Enfin, c'était incroyable. On était là depuis 3 semaines, quoi. Bref, mais du coup, voilà, on a fait du wholesale. Et nous, à chaque fois, ça s'est hyper bien passé. C'était minimum, je crois, 80 € la nuit à Boston. Et chez eux, on payait 27 € la chambre. Donc, Waouh. voilà, c'était tout bénef. C'est ça aussi le voyage, c'est la rencontre, partager du temps avec des gens et c'est super riche, ces expériences, c'est génial. C'est ça. Et nous, on a une façon de remercier les gens. Ça peut donner une idée, hein. C'est un truc bête. En fait, nous, on a un drone. Et souvent, on leur propose de faire des vidéos, des photos de drone de leur domaine, de leur maison. Ils sont trop contents. Et on fait ça partout où on va. Trop bien, c'est une Voilà, super c'est un idée. truc bête, mais si je peux donner une idée. Ouais, Voilà. Et Dylan, il fait même un montage vidéo de la maison. Et les gens chez qui on a piqué notre temps gratuitement au Québec, ben, on a tout le temps fait ça. Et ils étaient trop sympas. Ils n'avaient jamais de vidéo comme ça de chez eux. Ou alors ils disaient que c'était payant et très cher. qu'est-ce que vous avez pris pour Aaron comme équipement? Je vois que sur Instagram, vous avez votre porte-bébé. Est-ce que vous avez pris autre chose? Bah non, on a pris une grosse pharmacie qu'on n'aurait peut-être pas pris si on n'était pas parents, pour dire la vérité. Peut-être plus grosse que la moyenne, parce que bah, tous les médicaments sont pour des bébés, c'est pas la même chose que les adultes. Sinon, on a le porte-enfant, on a des jouets euh, et on a des vêtements, c'est tout. Hiver et été, c'est tout. Il a une paire de chaussures hiver, une paire de chaussures sandales été, c'est tout. Ok, donc juste porte-bébé et pas de poussette. Bon, en même temps, c'est encombrant hein, pour les backpackers, la Non, poussette. bah, c'est justement soit l'un, soit l'autre, hein. Ouais, ouais. Enfin, quoique, j'ai une amie qui fait un tour du monde qui a les deux, parce que quand elle fait une randonnée, elle voit bien qu'elle peut pas faire la poussette, mais elle est plus poussette. Et puis, je comprends, en fait, c'est deux façons de voyager différentes, ça aussi, avec des enfants. Parce elle a un enfant de mon âge, et elle a voyagé 80% de son tour du monde en poussette avec son mari, et ça se passe très bien, mais elle fera pas du tout les mêmes activités que nous. Ouais, c'est Nous, ça. avec Aaron, on vit beaucoup comme si on était un couple sans enfants avec lui. Je sais pas, c'est pas qu'on s'en fiche hein, de lui, mais je sais pas comment essayer de faire comprendre. On va faire de la rando avec lui pendant des heures. Euh, voilà, ma copine Justine, que j'ai rencontrée sur les réseaux, qui fait un tour du monde, et ben elle, non, elle va pas faire beaucoup de rando, elle va faire des petites, mais elle va pas faire autant de choses un peu casse-cou, si je peux dire, que nous. Et finalement, nous, le porte-enfant, c'est vraiment H24. Et on marche énormément avec Dylan. Donc, c'est un indispensable pour nous. La poussette, limite, elle va passer vite, quoi. Ah oui, il y a un truc sur le porte-bébé qu'il faut dire, qui est incroyable, que je ne savais pas. Mais peu importe partout dans le monde, que ce soit les pays riches ou les pays moins riches, les gens se retournent tout le temps sur le porte-enfant. C'est un truc de fou. Ça enclenche des conversations tout le temps. Les gens, ils sont impressionnés. Alors, encore plus en Amérique centrale et du Sud, mais même aux États-Unis, au Canada, il y a une espèce de ah là là, mais c'est des parents de fous, genre ils ont leur enfant sur le dos, ils sont incroyables. Et puis ils te posent la question, ils t'arrêtent dans la rue. On a des Américains, ils ont dit, mais attendez, en plus c'est une marque américaine, alors on rigole, hein. Souvent ils nous disent, mais ça vient du pas de chez vous. Voilà, c'est deux terres en fait, donc ça vient chez vous. Mais du coup, on rigole parce qu'ils nous disaient alors, enfin, comment, pourquoi vous voyagez comme ça avec le petit, mais ils sont impressionnés, ça force enfin, ils sont hyper impressionnés. Alors, et en Amérique centrale du Sud, qui est un peu plus machisme, si je peux dire, quand ils voient que moi je porte Aaron, je suis un peu une maman warrior. C'est exceptionnel. Et ils se demandent pourquoi mon mari ne porte pas. Ça, c'est drôle, ça aussi. C'est genre un peu abusé, quoi. Donc, mais c'est cool parce que en Amérique centrale et latine, quand j'ai mon fils sur le dos, je suis prioritaire partout. Les gens, s'ils pouvaient me laisser leur place ou même leur nourriture, ils le feraient. Ils ont un sens de la famille qui est plus qu'exceptionnel. Alors, attention, au Canada et aux États-Unis aussi, mais c'est différent encore une fois. Genre, dans le bus, ils veulent absolument que je m'assoie. Alors, des fois, j'ai pas envie, mais parce que j'ai un enfant, ils me disent, siéntate comme ça, ils sont hyper sévères. Attends, je peux rester debout? Non, j'ai pas le choix, d'accord, ok. Parce qu'il y a une grand-mère qui m'a dit de m'asseoir. D'accord, mais je vais m'asseoir alors. Mais ils sont très familles, quoi. Tout le monde va lui donner un gâteau, ils mangent toute la journée en Amérique. En Amérique du Sud, c'est hallucinant. Dans le bus, on va tout le temps lui donner des gâteaux, des machins, des trucs. Donc le porte-enfant, il a vraiment cet effet où ça attire vraiment l'œil, ça attire l'interrogation. Les gens, ils sont impressionnés dans le bon sens. Oh là là, ils ont leur enfant sur le dos. Il y a vraiment ce truc un peu autour de ça. C'était quoi les peurs que vous aviez en fait avant, vraiment, la chose où tu te faisais une montagne
et que finalement là, tu vois, au bout de 7 mois, tu fais ah mais je me suis vraiment pris la tête pour ça, c'était n'importe quoi parce que finalement ça roule. C'était deux choses que je vais te dire, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne le disent pas forcément, mais qui vont peut-être être d'accord avec moi. J'avais deux peurs principales. La première, c'était la plus importante, c'est que mon couple, attention, tout va très bien dans mon couple, mais ne tienne pas. Par exemple, parce que on ne peut pas se supporter au quotidien. Je sais pas, moi, j'ai jamais passé 24/24 avec mon mari. Enfin, ça, c'était vraiment ma pire crainte. C'est qu'on vienne et, je sais pas, qu'on se rende compte que, je sais pas, on n'est pas compatible, je sais rien, ou qu'on s'est trop disputé, qu'on n'en peut plus, enfin, je sais pas, qu'on a du mal à gérer l'enfant, que ça soit difficile aussi d'avoir un enfant 24/24 avec toi, hein. C'est pas comme si tu l'amènes à la crèche le matin, tu vas le chercher le soir. Parce que moi, pour moi, ça, c'est illégal. Et d'ailleurs, j'arrête pas de dire les mamans qui gardent leur enfant 24/24, je les respecte, mais vraiment, je tiens à le dire dans ce podcast. Tu parlais en termes de routine. Voilà, est-ce que vous avez recréé une routine justement pour Aaron, pour lui, que ça soit plus facile? Parce qu'on dit toujours que, tu vois, les enfants, ils n'aiment pas le changement, ils aiment bien leur routine, etc. Est-ce que dans ton tour du monde, tu as mis en place des petites routines pour lui spécifiquement, pour lui donner un cadre voilà, est-ce que c'est une journée type qui est organisée un peu toujours de la même manière est-ce que tu as fait quelque chose de spécifique pour préserver ça? Bah, on va peut-être passer pour des mauvais parents, mais non, on n'a pas une routine spécifique. C'est jamais, bah, bien évidemment, au même endroit, etc. Enfin, on change tous les 2, 3 jours environ, quand on est dans un rythme soutenu, de logement, d'endroit. On va dire que le seul rituel qui est important pour nous trois, c'est de se coucher tous les trois, même si on s'endort pas en même temps que lui, mais on va se mettre dans le lit, on va prendre le biberon, le doudou, puis on va lui faire un bisou, on va lui raconter une histoire, et puis vraiment le moment du bonne nuit, il est hyper important, mais ça, il se fait bah, n'importe où, on va dire. Mais sinon, il y a pas une routine type, c'est-à-dire que Aaron, enfin nous, on vit comme ça en tout cas, il va s'adapter beaucoup plus à nous presque que nous, on va s'adapter à lui. Par exemple, des fois, on va pas manger à la même heure parce que bah, on peut pas. Mais après, on pourrait, en vrai, hein, si on veut un emploi du temps exprès pour, hein, c'est vrai, hein, tout est possible, mais nous, en tout cas, on ne fait pas comme ça. Des fois, on va manger à 11 heures et des fois, on va manger à 14 heures, mais en fait, c'est OK. On va dire que vraiment, le seul truc qu'on respecte, c'est son coucher, mais on va dire que nous, on n'a pas une journée type en fait. Par contre, on va faire des pauses pendant notre voyage. Pour, bah, déjà, on va l'emmener au parc. Dès qu'il y a un truc pour enfants, on va l'amener. On va faire une journée que pour lui. Par exemple, on avait fait une journée, c'était que des jeux d'eau. Donc, on n'a pas fait la journée là-bas et il a fait 5 heures. Il était hyper content, etc. On va essayer de le mettre dans des garderies dès qu'on peut. Parce qu'on l'a fait au Mexique, on l'a fait en Colombie. Ça s'est super bien passé. C'est pour ça qu'on réitère l'expérience de le mettre en plus la journée, bah, nous, on va faire des visites. Comme ça, il n'est pas tout le temps sur notre dos en porte-enfant, parce que des fois aussi, ça peut être fatigant pour lui d'être tout le temps bah, dans notre dos. Il va s'éclater pendant que papa et maman vont faire des visites et vont passer du temps ensemble. Donc, on va vraiment mettre des choses comme ça en place. Mais la sieste, mon fils, il va la faire partout. Et donc du coup, on va finir sur une note positive. Pour le moment, là, 7 mois de voyage, ça a été quoi votre moment waouh Oh là là, il y en a eu tellement. Je dirais ça, tous les tours du mondiste, je dirais ça en même temps. C'est ça. La Polynésie française, moi, je suis tombée amoureuse. Parce que on est fan de plongée bouteille avec Dylan. Et du coup, on a fait de la plongée bouteille là-bas et on a vu le mur des requins, qui est très connu sur l'île de Fakarava. Je crois que c'est un des seuls endroits où tu peux voir le mur des requins. En fait, c'est un mur de requins qui viennent chasser la nuit. Voilà, donc c'est une chose qu'on a vue de nos propres yeux. On était juste posés devant eux. C'est quand même exceptionnel. Donc, on va dire que ça, pour moi, c'est mon meilleur souvenir euh, jusqu'ici du tour du monde. Je sais qu'on a adoré aussi la fête des morts au Mexique, qui était genre incroyable. C'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Merci beaucoup Amélie Bah, de rien, pour avec du coup plaisir. cet échange, c'était hyper intéressant. Il y a plein de sujets que tu as évoqués, qu'on n'avait encore jamais évoqués dans aucun podcast. Voilà, c'était hyper intéressant. Merci infiniment pour Bah, ton partage. avec plaisir. C'était cool de partager ça, si ça peut aider des familles ou Carrément. ou des personnes. Puis à la fin de ton tour du monde, on est obligé de faire un podcast récap Par contre, pour on n'a avoir pas de la date fin. de fin. Ah ouais, Donc, je te dis, ah ouais, on n'a pas de date de fin. Enfin, on sait que ça va pas durer 3 ans,
mais on ne sait pas si ça va durer, alors ça dure plus d'un an, ça c'est sûr à 100, mais on se dit peut-être entre 1 an et demi et 2 ans. En Ok. fait, ce qui va vraiment nous arrêter, c'est, le début de l'école pour Aaron et puis, il faut savoir aussi que nous-mêmes, on ne sait pas si on veut rentrer en France parce que quand on est parti, on a tout vendu et on s'est dit que si on trouvait peut-être, comme toi, quelque part où s'installer, et que c'est sympa, bah, pourquoi pas s'y arrêter. Donc, on ne sait pas Ah. encore ce que sera fait demain, donc, tu vois? On ne sait pas quand ça se finira, on ne sait pas si on s'installe ou pas, ni où. Donc, affaire à suivre. Tu vois, il y Ah aura pas ouais, mal de trucs à dire. carrément, rendez-vous dans un an, on fait le point, il y aura peut-être Allez, des nouvelles péripéties. C'est merci super. beaucoup. Bah écoute, merci à toi et je te dis à bientôt alors pour le prochain épisode. À bientôt. Bye, ciao. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou de le partager autour de vous. Cela nous aide grandement à faire connaître le podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!